Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, on parle d'aluminium avec Alain Gagnon. Alain Gagnon est le président du syndicat national des employés de l'aluminium. Il sera accompagné du président Laterrière, Jacques Gagné. Il va revenir sur la prolongation de la convention collective qui a fait beaucoup jaser à l'automne. Il va aussi revenir sur le conflit à Alma. Et vous allez voir qu'Alain Gagnon a une belle vision du développement de l'aluminium dans la région. Bon cercle. Le cercle de presse après YouTube et sur Facebook depuis hier. Je vous invite à aimer cette page et à la partager parmi vos amis. Dans un monde idéal, qu'est-ce qui serait bien, ce serait que la page du cercle de presse ne soit pas juste partagée par les journalistes, mais par la population en général. D'autant plus que maintenant, les émissions, bien évidemment, passent sur ma TV et sont disponibles aussi sur Internet. Donc, répandez la bonne nouvelle. Et le but, c'est souvent, pas souvent, on a toujours des belles heures ici, donc c'est de faire participer la population, donc partager la page du cercle de presse. Donc ceux qui ne partagent pas déjà, vous allez recevoir une invitation d'amis de ma part au cours des prochaines heures. Donc, c'est tout pour mon laïus de président pour ce matin. Donc, venons-en à nos invités. Ce matin, on reçoit les gens du syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida, son président, M. Alain Gagnon, et le président Laterrière, M. Jacques Gagné, qui sont avec nous ce matin. Donc, période de présentation va être là. Je peux déjà annoncer, première question, sera Gilles Munzer, suivi par sa collègue Vicky Boutin. Donc, il y aura déplacement d'angle du micro pour la deuxième question. Donc, merci à mes invités. Donc, on débute avec M. Gagnon. Merci d'être là. Écoutez, c'est nous qui vous remercions de nous accueillir au cercle de presse. On est bien fiers de venir vous présenter notre organisation. Vous avez en avant de vous, on vous a fourni une pochette dans laquelle on vous met notre trait d'union qu'on a présenté. C'est la partie intégrale de ce qu'on a présenté à nos membres lors de l'Assemblée générale. Vous avez lui qui est bleu, de couleur bleue, c'est le master qu'on appelle, c'est tout le complexe Jonquière, CRDA bureau, Laterrière. Et la partie qui est en encre noire, c'est l'usine de traitement de la brasse. Vous savez qu'on a l'usine de traitement de la brasse avec nous aussi. Fait que c'est cette partie-là. Je vous ai mis aussi un logigramme dans vos pochettes qui explique là, la façon, parce qu'au fur et à mesure, je vais vous mettre en contexte tout à l'heure pour comment est-ce qu'on a parti cette histoire-là de venir dans une usine de transition, parce qu'on fait face à une fermeture avec les précuites. Et vous avez aussi l'article 45, j'ai mis la jurisprudence qu'on avait fait sortir en 2004 par Trudel-Nadeau, parce que vous savez, les gens n'en parlent pas et l'ignorent, mais l'article 45 fait mal au monde du travail sur toutes les facettes. Je vous l'expliquerai en long et en large tantôt. Et après ça, je vous ai mis le règlement d'ABI aussi, qui vient présenter les résultats qu'ils ont obtenus cette semaine lors de l'Assemblée générale, avec les mêmes problématiques aussi. Donc, une pochette d'informations laquelle peut servir d'aide-mémoire. Mon collègue a été présenté par M. Girard, Jacques Gagné, qui est président de Laterrière. Donc, les questions, on va y aller en rafale tantôt. Questions-réponses, on est là pour ça. Et puis, avec la pochette, Jacques a eu l'originale idée de vous fournir une calotte. Vous savez, c'est 75e du SNA toute l'année. Hein? On a fêté 75 ans le 12 juin. Mais on continue juste toute l'année jusqu'au 12 juin 2013. On est en activité 75e. Donc, quand on sort, on donne des articles promotionnels. Donc, n'en ferez grâce de ce que vous voulez avec les calottes. Si vous voulez la porter ou la donner à une connaissance, c'est libre à vous. Donc, écoutez, ce matin, ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on va pouvoir éclaircir plein de candidatons qu'on entend sur nos négos, sur ce qu'on a fait. Le complexe Jonquière est complètement rendu à sous-traitance. On entend toutes sortes de choses. Qu'on a réglé le fonds de pension, puis qu'on a donné la sous-traitance pour régler, qu'on convainque nos 300 employés de rester avec nous autres. Bref, on entend toutes les couleurs avec nos collègues. Et initialement, j'aurais voulu que mon exécutif soit en avant complet, mais on comprend la structure, donc on s'est mandaté, moi et Jacques. Donc, dans un premier temps, il faut savoir d'où on part puis d'où ce qu'on atterrit. Je fais tout le temps allusion à mon Boeing avec mes 1000 employés. Le côté Arvida, ça se trouve être 1078 employés qui est concerné vers les péricuites. Et puis, vous savez que le 27 septembre, quand la compagnie nous annonçait la fermeture du CPC, Centre de produits cathodiques, à même moment, il demandait les réorganisations de travail du côté de l'usine Laterrière. Juste pour faire une brèche, les résultats qu'on obtient présentement, arrêter en droit de le faire avec la convention collective, faire des changements organisationnels. Et on n'aurait rien eu en retour. Donc, on a eu le réflexe, comme toutes les autres époques qu'on a négociées, 98, 2002, 2004 et 2006, la dernière, on a demandé le carré de sable.
La raison est simple, c'est d'unir toutes les 7 unités du 1937, parce que le syndicat d'Arvida, ça regroupe 7 unités, incluant l'usine de Brasse. Et donc, on s'est tous regroupés pour demander le carré de sable pour voir où est-ce qu'on atterrissait versus le danger qui nous guette, parce que le 31 décembre 2014, le permis d'exploitation des précuites n'est plus reconduit. Il n'y a plus de permis d'exploitation. Autant les précuites que les sodas beurre. Donc, moi, depuis que je suis en poste, depuis le 2 décembre 2008, que je travaille, je vois M. Boivin qui est là, puis il va se rappeler de mes termes, puis plusieurs d'entre vous, quand je parle d'asphalte, de pièces d'atterrissage, le Boeing avec mes 1000 employés, j'en parle depuis 2008, parce que je vois arriver à date d'échéance 2014, ça arrive à grands pas, et c'est ce qu'on travaille. Dans un autre volet, ce qu'on a fait à partir de septembre, quand on a demandé le carré de sable, c'est qu'on a demandé à la compagnie de nous offrir son jeu qu'elle offrait, ce qu'elle désirait faire pour atterrir au-delà de 2014. Donc, la solution, vous allez retrouver dans vos documents. Si jamais vous avez d'autres questions, ma carte est sur les documents aussi. Vous pouvez me communiquer en tout temps. Mais je pense qu'à matin, avec les questions-réponses, on va faire le tour pas mal de tout le dossier. Puis, je vous invite à poser toutes les questions. Donc, à partir de ce moment-là, on a eu le carré de sable de Rio Tinto Alcan. Et on s'est mis en mode tout de suite solution avec nos membres. Et c'est important de le préciser parce qu'on est allé en assemblée demander à nos membres c'est quoi qu'ils désiraient qu'on y aille rechercher dans ce carré de sable-là. Et un des premiers points qui a sorti, c'était la sécurité d'emploi. Vous savez qu'au cours des 18 derniers mois, on a embauché 300 nouvelles embauches au niveau du complexe Jonquière à la Terrière, qui se répartissent 42 à la Terrière et le reste à Jonquière. Donc, ces 300 nouvelles embauches-là, on tenait à les protéger aussi avec nous autres parce qu'on a tout le temps on a une allergie totale aux mises à pied. Vous le savez, depuis 2002, c'est 0 mise à pied au complexe Jonquière. Donc, on a parti avec la prémisse que nos membres nous disaient que c'est 0 mise à pied, sécurité d'emploi, et effectivement que le deuxième point majeur, c'était une prolongation des précuites. On sait très bien que si on n'a pas une prolongation des précuites, c'est 1100 jobs, 1078 qui sont en jeu. On a arrondi à 1100, là, mais mon Boeing manque d'asphalte pour atterrir. Donc, nous, ces deux parallèles-là, on a parti avec ça pour travailler avec la direction pour faire atterrir un cadre de négociation. Donc, le résultat qu'on a obtenu, c'est que l'usine d'Arvida, puis là, vous le voyez dans votre schéma que je vous ai fait ici, là, vous le voyez, on a décortiqué le CAO avec les centres périphériques qui sont appelés à disparaître parce que le CAO, en fermant, vient attaquer la tour à pâte, vient attaquer le centre de produits anodiques. Et de toute façon, on fait face à un projet qui est unique au monde. AP60 se construit droit dans notre ligne des salles de cuve. Donc, même si le marché arrêtait à 4000 $ la tonne, il faut qu'il nous arrête, il faut qu'il ferme l'usine, il faut qu'il démolisse, puis il faut reconstruire. On avait un problème pareil de logistique parce que le projet s'en vient direct sur le CAO. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous autres, on a ciblé pour éviter, parce que s'il y a une fermeture, comme la compagnie désirait faire, fermée en 2014, tout en négociant, nous, ce qu'on en demande, c'est d'avoir une prolongation pour faire de la place à notre monde, c'est qu'en arrivant en 2014, si on a une fermeture drastique, les 1078 personnes que j'ai, ben on tire une ligne sur la production, on tire une ligne à 20 ans. Ceux qui ont 20 ans en bas, c'est dehors. Et au niveau de l'entretien, ceux qui ont 25 ans et moins, c'est dehors. Parce que vous comprendrez qu'on va prendre le vase, on va prendre tous les employés, puis on va tirer une ligne où l'ancienneté arrête, puis on va bumper dans toutes les installations qui nous appartiennent. Ça aurait fait tout qu'un tsunami. Donc là, ça a arrêté du monde en mise à pied, du monde bumpé. Et la solution qu'on a réussi à atterrir avec la compagnie lors des 9 semaines de négo qu'on a faites, c'est qu'on désigne la zone de CAO va devenir une zone de transition, tout en étant en parallèle qu'on ait le droit d'exploiter au-delà de 2014. Ça nous prend un 18 à 24 mois d'extension. C'est sûr que le meilleur des mondes, c'est 24 mois d'extension que ça prend. Et là, on arrive, tout le monde va être placé dans les centres périphériques que vous voyez autour. Centre 45, les FCC, les centres qui demeurent ouverts. Une des exploits qu'on a fait, c'est que l'usine Vaudreuil, il y a 18 mois, elle fermait. Maintenant, elle est un centre du futur. On va recueillir du monde qui ferme du côté du CAO pour placer à l'usine Vaudreuil. Ça, c'est un virement de cap qui a été ignoré dans l'équation, là, mais une des belles réponses qu'on a eues, c'est 6 novembre 2011, quand on a réussi à faire tomber une date que l'usine Vaudreuil allait opérer jusqu'au-delà de 2022. Donc, quand on a rattaché notre contrat, nous, c'était une prémisse d'aller chercher une extension qui vient consolider Vaudreuil pour avoir des investissements qui s'y rattachent. Donc, ce qu'on a fait, c'est pas le hasard qu'il y ait une peinture qu'on appelle 2015-2018 et 2018-2022
pour venir rattacher tout ce beau bloc-là pour que l'usine de Vaudreuil s'est consolidée, qu'on ait les projets qui se rattachent. Donc, je reviens au CAO. Le CAO, c'est clair que la 44-45 va fermer le 31 décembre 2014 parce que au niveau environnemental, et là, je peux pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai des côtés confidentiels, mais il y a 2 salles de cuve qu'il faut qu'ils soient éteintes. Et là, on négocie pour avoir, en partenariat avec Rio Tinto, on fait notre démarche de notre côté syndical et Rio Tinto font le leur pour avoir l'extension des précuites pour pouvoir absorber nos gens au fur et à mesure que les postes vont s'ouvrir dans les autres centres pour aller les placer. Donc, on va partir de la prémisse maintenant, d'ores et déjà, depuis que les retraites de 2013 ont été signées le 15 février, on a déclaré le CAO zone de transition. Donc, au fur et à mesure que les postes s'ouvrent dans les autres usines par les retraites, on va prendre nos gens du CAO et on va les distribuer dans les autres centres. Et ça, ben, avec l'équation, si on a une prolongation, les gens vont tous se placer, on va pouvoir démolir le CAO et se mettre en mode reconstruction. Vous savez que présentement, l'économie, ce matin, je regardais l'aluminium parce que mon ouverture d'ordinateur est toujours l'indice du marché. Mon confrère Camille Levesque nous a mis en réseau avec l'indice de l'aluminium quotidien. Et ce matin, il est à 2014. Encore une fois, elle a monté à 2150 et elle se maintient pas. Hein. Ça fait que le marché n'est pas bon. On voit la venue de M. Walsh aussi. Il y a eu de nombreuses fermetures. Il y a des projets d'arrêter. Nous, on voyait ça arriver aussi. Et dans notre demande, nous, la compagnie, ce qu'elle voulait, c'était de baisser ses coûts de 30 millions de l'usine Jonquière. C'est pas notable, c'est majeur. Et je crois qu'on a fait de la démonstration qu'on était capable d'aller chercher les coûts qu'il y avait à avoir. Et là, on s'est positionné pour avoir une convention 10 ans, ce qui nous emmène en 2022, si toutes les équations se ramènent là, en rattachant aussi, bien entendu, l'investissement majeur qui s'appelle AP60 phase 2 et 3. D'ailleurs, nous, au syndicat, on appelle ça phase 2 parce qu'on a passé à l'étape, on appelle 468 000 tonnes, on veut la totale. Là. Avec ce qu'on vient de faire, on veut rien de moins d'autre que la totale. Et c'est d'un carnet, avec les rencontres qu'on a eues avec Mme Côté, c'est comme ça qu'on parle avec elle aussi, et elle-même aussi parle de la phase 2 dans sa totalité. Fait que tout ça mêlé ensemble, le marché est pas bon. AP60 a du retard, hein, il y a 2 ans et demi de retard sur la construction parce que le marché était pas bon. Mais on a maintenu le cap pour le projet. On est le seul projet qui est encore en activité. Rio Tinto a arrêté Kitimat. Elle a arrêté tous ses projets un peu partout sur la planète. Le nôtre continue, on progresse. Il y a eu des petites défaillances dernièrement. Je pense bien qu'il va y avoir des questions là-dessus ce matin. On y répondra. Mais on roule en parallèle avec ça. Puis je pense que d'avoir été avant-gardiste, de faire en sorte, avec la vieille usine, on a la plus vieille usine en Amérique du Nord, on s'est positionné de baisser les coûts. Puis maintenant, ben, on va vers le futur. Puis le CAO va s'en aller graduellement, en espérant que le gouvernement nous donne le 24 mois d'extension. Et avec les efforts qu'on fait présentement, les normes, on les a baissées considérablement avec l'équipe des gens de métal. La section métal, le VP Régent Savard fait une job avec son équipe sur le plancher pour convertir nos gens à faire la recette d'embarrure pour que les émanations de poussière soient au minimum. Et maintenant, on a donné notre bulletin à Mme Ouellette dernièrement, puis elle n'en revenait pas des efforts qui avaient été faits. Et on tient le cap présentement avec le côté environnement aussi du CRDA, puis toute l'équipe nous fournit les renseignements possibles pour baisser nos normes, pour avoir un bulletin au-delà de 2014. Parce que ça passe par là pour réussir ce qu'on a fait comme projet, pour ne pas avoir de mise à pied. On a ce qu'il faut sur la table. Fait que, oui, il y a 300 jobs de consolidés qu'on a engagés depuis 18 mois. Ils sont sécurisés avec nous autres. Ils sont garantis d'emploi. On est allé chercher des incitatifs pour nos gens pour qu'ils sortent en 2 plages, 2013-2014. Il y en a 288 qui se sont prévalus de 2013, qui ont signé au 15 février. Au moment où on se parle, aller jusqu'au 16 de mars, c'est l'autre groupe de 2014 qui signe. Et ça y va rondement. Il y a 300 rendez-vous aux avantages sociaux déjà. Ça fait qu'on s'attend à empoigner notre 600 personnes qu'il faut aller faire pour rentrer dans l'équation. L'équipe de Régent Savard sont en train de regarder la structure, comment transiter le CAO, parce que c'est eux autres qui vont devenir le fournisseur de bassins de main-d'œuvre pour aller combler les postes laissés vacants par les retraites à l'intérieur, Vaudreuil et tous les centres périphériques. Fait que ça, c'est en marche. Tout le monde travaille, aucune concession. Au niveau des avantages sociaux, on n'a pas touché à ça parce que c'était des points centraux. Donc, les rumeurs qui disent qu'on a réglé le fonds de pension et qu'on a réglé les avantages sociaux, c'est totalement faux parce qu'on a une équipe, on a un représentant qui s'occupe de la table centrale des TCA qui a négocié tout ça pour nous. Et le 18 décembre, les indexations, les augmentations salariales ont toutes tombé sur la table de par la table centrale. Nous, on a fait le local. On a positionné le complexe Jonquière de façon à passer à la tempête. Et je pense qu'avec la nomination de M. Walsh, il y a à peu près 3 semaines,
on avait eu du flair de le faire, parce que si on aurait eu le nez dans la tempête encore, d'après moi, on était à la 10e usine à fermer, parce qu'il en a fermé 9, M. Wow, depuis sa nomination. 4 projets d'arrêté, 9 usines de fermer. Sibry a été mise de côté aussi. Sibry éradié des actifs, est à vendre, ça vous intéresse. Et si elle ne la vend pas en 2013, il y aura des décisions de fermeture qui vont se faire. M. Walsh a mentionné aussi qu'il remettait en question le projet de Yarwood. Yarwood, pour votre explication, c'est une usine comme Vaudreuil, directement sur la mine de bauxite, et est remise en question. C'est 1400 employés, et la fermeture n'est pas exclue pour 2013. Nous, Vaudreuil, on est à 5000 km de notre bauxite, puis on bat le marché. Les gars ont fait ce qu'il y avait à faire, puis on lit la marchandise, puis c'est 400 jobs consolidés à le camp pour Vaudreuil, et moi, je travaille le coup d'après. Maintenant qu'on a fait ça, j'ai rencontré M. Pat Fiori, qui est l'équivalent de Jean Simon du côté bauxite alumine, et on est allé chercher des garanties avec mon collègue Cardalaire, qui est VP en section chimie, des garanties pour le coup d'après, après 2022. Si on peut l'amener plus loin, tant mieux. Et du côté de la terrière, ce qu'on a fait, on s'est servi du complexe Jonquière pour justement protéger la terrière, pour pas qu'elle se fasse rentrer en sous-traitance à tour de bras. Et on a protégé la terrière avec le core business qu'on appelle notre recette d'électrolyse, centre de coulée. Et on a regardé les périphéries là, qu'on pouvait céder. Fait en gros, c'est le portrait qu'on a fait. Ça explique que c'est un résumé du document que vous avez en avant de vous. Et je suis disponible pour, avec mon collègue Jacques, à toutes les questions-réponses. Aucun problème. Merci beaucoup, M. Gagnon. Donc, on passe à la période de questions, telle qu'annoncée. La première ira à Gilles Mongeur de Radio-Canada et j'inviterai mes autres collègues à me faire signe pour les autres questions. Donc, Gilles Mongeur qui sera par la suite suivi de Vicky Boutin. Monsieur Gagnon, bonjour. Vous avez évoqué évidemment toutes les difficultés du marché, le prix d'aluminium tout à l'heure. Ce matin, on lit dans le Journal des Affaires que Standard & Poor's, une firme, envisage de baisser la cote de crédit de Rio Tinto. Impact direct sur la capacité d'emprunt, impact direct sur les projets auxquels vous avez fait allusion. Avez-vous peur là, pour les projets, pour ce qui est du côté de Rio Tinto? Bien, écoutez, c'est autant inquiétant. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. Je n'ai pas pris connaissance encore du communiqué. Écoutez, c'est tout le temps... Je fais plus le saut. Moi, depuis 2008, j'ai failli fermer 5 fois. J'ai 3 crises financières. Les gens semblent ignorer. Moi, au Québec, ce qui me dépasse, c'est que les gens ont l'air à ignorer qu'on est en crise financière plus profonde que 2009 présentement. Ça roule comme si rien n'était. Et je suis pas surpris d'entendre que vous me dites là, M. Mongeur. Et parce qu'Alcoa a été décoté aussi dernièrement. Alcoa va avoir beaucoup de difficultés à passer 2013. Elle en arrache énormément. Et ce qu'on voit sur la planète présentement, il y a 2 économies. Il y a les Chinois et il y a le reste. Présentement, il y a juste les Chinois qui ont du cash. Il n'y a plus personne qui a de cash ailleurs. La crise financière a fait mal à tout le monde. Donc, je présume que oui, c'est inquiétant pour les projets, comme vous mentionnez, là. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le groupe Aluminium, puis moi, ce qu'on s'est assuré avec Mme Côté, c'est qu'à toutes les fois qu'on a fait des projets, parce que depuis 2008, on s'est assis 4 fois pour trouver des solutions au complexe Jonquière, on est encore debout. Rappelez-vous que l'entente secrète nous fermait en 2008, et on est encore là. Il y a encore 1500 personnes qui travaillent, puis il va y en avoir encore 1500 qui vont travailler, puis on va avoir un futur. Bon, les projets sont retardés, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la crédibilité du complexe Jonquière, la livrée à marchandises comme ça, la cotation du complexe Jonquière a tout le temps livré la marchandise dans le budget. On a tout le temps battu le budget que Rio Tinto propose. Donc, oui, c'est inquiétant, mais d'un autre côté, il y a une plateforme unique qui s'appelle AP60 et il y a beaucoup de pression présentement pour développer ce marché-là. Et là, ils sont en mode fast-track pour faire démarrer les 38 cubes pour se montrer en mode industriel. Fait que, oui, il y a de l'inquiétude, que ce que vous me dites, mais d'un autre côté, le marché va tellement vite dans le reste du continent que je pense pas que ça mette en cause AP60 pour le projet. Vous ne parlez pas d'Alma, hein? Vous parlez toujours d'AP60, mais l'agrandissement d'Alma, vous en dites quoi? Ben écoutez, moi je suis président du complexe Jonquière, puis je pense que j'en ai plein mes souliers. Hein? Moi puis Jacques, sur une base quotidienne, on fait, moi en moyenne, je fais 16-18 heures par jour, 7 jours sur 7 depuis que je suis en poste. Mais on s'entend, c'est pas parce que c'est un dossier qui est fermé ou un projet qui est mort, c'est parce que c'est pas dans votre cours, c'est ça? Ben moi, c'est pas dans ma cour, M. Mongeur. Okay. Moi, je vais travailler pour chez nous. Moi, je suis en mode complètement différent. S'ils ne bougent pas, 38 cuves, là, c'est 100 personnes. Et quand même, aujourd'hui, on est le 27. S'ils m'annonceraient le projet de faire phase 2, c'est 38 à 42 mois bâtir une usine. J'ai un problème d'asphalte pareil, même là. Mettez le marché que vous voulez, mettez l'extension de 2 ans, parce que moi, ce que je vise avec le gouvernement, c'est d'avoir 24 mois. On passe pas pareil. Si je ne trouvais pas des solutions avec l'équipe qu'on est, si on ne trouvait pas des solutions en novembre-décembre, on avait un problème parce que d'ores et déjà, tant que les 38 cuves ne seront pas démarrés, on n'aura pas la deuxième phase.
puis le marché en plus qui vient se rejoindre à ça, puis là, vous me parlez de décote ce matin, on risque d'être retardé encore pour la phase 2. Donc, même s'il me l'annoncera aujourd'hui, mettons-nous 42 mois, mettez-moi 24 mois d'extension, c'est quoi que je fais avec mon Boeing? Il va m'en rester encore 400-500 dedans, là. On va avoir eu des retraites, mais il va rester 400-500 personnes, puis j'en veux pas un dehors, je veux de l'asphalte. Fait que c'est ça qu'on travaille présentement, là. Merci. Prochaine question, Vicky Boutin, Radio-Canada, suivi de Louis Tremblay. Vous avez parlé tout à l'heure de l'extension des précuites que vous demandez. Est-ce que toutes les représentations ont été faites auprès du gouvernement ou il reste encore des choses à faire de ce côté-là? Bien, nous, côté syndical, tout est fait. On est en constante relation avec M. Gaudreau, nos députés de notre division, nous, là, M. Gaudreau et Bédard. On se passe une base régulière. M. Gaudreau m'a téléphoné justement en début de semaine. Ça progresse. Vous comprendrez que je n'irai pas fidèle à moi-même quand j'ai négocié cet automne. Vous avez vu, je suis rentré en vase clos le 22 octobre. Et quand j'ai sorti le 18 décembre faire mon assemblée, il n'y a pas eu de fuite entre les deux. Et ça va être la même démarche pour le côté environnemental. Le bout que je peux vous dire, c'est qu'on est une équipe de 4. Moi, Jacques Gagné, Régent Savard et Carl Dallaire. On s'est mandaté depuis le début qu'on débroussaille le gouvernement. On l'avait fait la démarche avec les libéraux. Malheureusement, il y a eu changement de gouvernement. Il a fallu recommencer. On s'est mis sur le mode fast-track, excusez l'anglicisme. Et c'est là que j'avais dit, j'ai plus de temps à perdre, il faut que je parle à mes ministres de la région puis que je voie Mme Marois. Et ça a porté fruit parce qu'on gravite vite dans le système. On a rencontré toutes les parties prenantes dans le dossier. On s'est mis aussi, ça fait 2 ans et demi qu'on maintient le cap, qu'on rencontre une base régulière à nos employés au CEO pour faire la recette à la lettre. Donc, les émanations de poussière, tous les standards ont baissé de moitié. On se tient à peu près à 11,5, 12 kilos par tonne produite d'aluminium, moyenne dans les salles de cuve. Ça s'était jamais vu. On était dans un eaux de 20-24 avant. Donc là, il y a encore de l'amélioration. Les gars travaillent très fort à mettre le bulletin. Et les 2 dernières années, on a tous donné nos bulletins aux différents paliers gouvernementaux qu'on a rencontrés. Et ça, c'est notre chemin qu'on a pris. Et Rio Tinto, ben, j'ose croire qu'eux font le démarche aussi, parce que ce que je vois, c'est qu'on est en train de closer, là. Pourquoi vous ne travaillez pas ensemble sur la demande? Pourquoi vous travaillez chacun de votre côté? Ben, parce que moi, je suis côté syndical, je vais débroussailler de mon bord. Et eux ont un job à faire. Puis moi, mon rôle, c'est de mordre les jarrets d'Étienne Jacques pour qu'il fasse sa job. OK? Continuellement, moi, je mords les jarrets d'Étienne Jacques pour qu'il fasse sa job. On travaille tous les deux pour la région. C'est ça qu'on fait. Moi, j'ai une vision régionale. Et à partir du moment qu'on va pouvoir travailler à faire tomber du tonnage, moi, j'ai une vision. Il y en a qui me traitent des fois de flyer, du berlerlu, là, mais quand je négocie, je vois tout le temps 7, 8, 9 ans en avant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut ramener là, des usines comme l'usine Novalis qui faisait de la première fusion, de la première transformation. On ne peut pas viser à avoir de la deuxième, troisième si on élimine la première. Moi, j'ai consolidé dans la négociation, on a un centre de billettes au centre de coulée 45. On l'a consolidé, plutôt que s'en aller sur la forme des gueuses comme Alouette. Alouette fait que de la gueuse. Et ça, c'est peu ou pas d'employés. Hein. Vous coulez 400 000 tonnes avec 2 employés par chiffre. Fait que c'est totalement anodin. La gueuse part sous forme de produit bien straight, puis elle va se faire transformer ailleurs. Tandis que là, au moins, on a une première partie, la billette, il faut rattacher tout ça. Et quand on va avoir le volume qu'il faut, plus on va avoir du volume, plus on va rattacher de la deuxième, troisième, puis ça va graviter autour, puis faire un méga parc industriel et d'avoir vraiment la valeur de la vallée d'aluminium. Fait que moi, mon rôle, c'est que Rio Tinto, ça tient à cœur à la région, elle va travailler dans le même sens que nous autres, puis à quelque part, on travaille de la même façon. C'est juste que les tables sont parallèles. Et vous prenez pas de chance. Ben, je me garde tout le temps de réserve. Okay. Prochaine question, Louis Tremblay, le quotidien sera suivi par Roger Boivin. Il reste 6 salles de cuve en opération. Tantôt, vous avez dit la 44, la 45, on n'a pas de choix. Il faut que ça ferme. Eux autres vont fermer le 31 décembre 2020. C'est les 4 autres salles de cuve qui vont devoir ouvrir pour la période de 2 ans que vous avez. Oui. Donc ça, vous l'avez déjà entendu, il ne peut pas les garder ouverts. Mais pensez-vous que, parce que dans les déclarations du nouveau président de Rio Tinto Alcan, il a fait état de la fermeture des vieilles usines, il est revenu Shawinigan, les précuites au Saguenay. Pensez-vous que le marché pourrait vous battre? Ben écoutez, le marché, c'est une question. Quand je disais tantôt que l'ordinateur s'ouvre, qu'on a le prix d'aluminium, je crois que c'est une prémisse, hein, depuis 2008 qu'on le voit, le marché, là. Et à toutes les fois, j'ai eu... Tantôt, je disais à M. Moinger, j'ai eu toutes les tuiles sur la tête depuis que je suis président, là. Je les ai tout eu. Puis on en parlait tantôt en coulisses, puis j'avais pas fini de n'avoir, il va tout le temps de n'avoir.
Là, arrive avec l'indice de décotation que M. Munger dit. Ça va-tu avoir un impact chez nous? On va vérifier. C'est sûr qu'après le cercle de presse, m'a appelé M. Étienne, puis on va se parler. Mais le marché, on se croise les doigts. Ça, je ne peux pas le contrôler. Présentement, nous, ce qu'on fait à notre niveau, c'est qu'on essaye de battre le marché dans les vieilles installations. Puis je pense que présentement, la démonstration qu'on a faite, on s'est placé drôlement là, pour essayer, en tout cas, de surfer dessus puis d'avoir un projet futur. Là. Merci. Prochaine question, Roger Boivin, qui sera suivi par Laval-Gagnon. Alors, bonjour, messieurs. Juste bonjour. Vous en avez parlé, M. Gagnon. La question de Novelis, c'était quand même un gros client, ça, dans la région, pour Grande-Bay et pour Arvida. On a perdu ce client-là. Comment Alcan et vous avez suppléé à ça? C'était 200 000 tonnes. C'est quand même l'équivalent de tout le CAO là, de l'usine Arvida. Ben, alors, écoutez, elle est vendue où maintenant, cet aluminium-là? Puis quel a été l'impact sur vos opérations? La capacité régionale, la distribution du métal est faite régionale. Toute la capacité, le million de tonnes est régional. Novalis, nous, on fournissait 69 000 tonnes. Donc, c'est 2 salles de cuve. Vous comprendrez que l'été passé, quand on a perdu Novalis, on avait un défi parce que, encore une fois, j'ai cancellé mes vacances, il a fallu qu'on rentre. Il n'était pas question qu'on perde 2 salles de cuve pour Novalis. Et on s'est déviré de bord, moi et encore mon collègue Régent Savard, on est allé voir Jacinthe, on a monté à Montréal. On a convaincu d'investir 3 millions au niveau du complexe Jonquière pour faire comme à Cibry. On a fait une panneuse au sol pour absorber la perte de Novalis. Donc, le 69 000 tonnes, on le coule au sol. Et il y a une partie, il y a 30 000 tonnes au sol, puis 39 000 autres est reparti dans le régional. On l'envoie à la Terrière pour faire de la plaque, on l'envoie à Grande-Bay. Parce que vous comprendrez que Novalis faisait 220 000 tonnes de tôle. C'était toute une machine, là, avec peu ou pas de mégawatts, 8 à 10 mégawatts max. Ça prenait pas de courant, ça. C'était de la transformation directe du liquide à la tôle. Valeur ajoutée. C'était un voile carré Buy American Act, ça. C'est les Américains qui sont venus subventionner quand on a tout été au fond de l'histoire de Novalis, parce que j'étais dans le comité au début. Et écoutez, l'idée de faire de la poutrelle, là, c'était le M. Beaulieu, le docteur, qui avait sorti ça un moment donné, puis c'est génial. Ou de faire des tabliers de pont. Il y aurait tout ce qu'il faut, là. Les tabliers de pont en aluminium, il y a déjà des études. Il reste juste à normaliser ça. Il manque de la volonté, c'est tout ce qui manque. Et puis Novalis, c'était 220 000 tonnes qui étaient reparties avec toutes les installations autour. Et nous, on donnait 69 000 tonnes, on était le plus gros fournisseur. Et on s'est déviré de bord, on a forcé la compagnie à engager 10 employés de plus à le camp pour venir couler au sol. Et depuis ce temps-là qu'on coule au sol avec l'équipe de la section métal. Par couler au sol pour que... C'est des gueuses à profil bas, là, c'est des moules. Et on a une table basculante qu'on bascule les creusets pour geler le métal. Pour conserver les salles de cuve en vie. Parce qu'une salle de cuve, à tous les jours, produit du métal, donc il faut la sortir parce qu'à un moment donné, elle vient joue pleine, comme on dit. Ça fait que ça, M. Boivin, on a fait une structure au sol et on s'est carrément installé pour faire ça. Et là, tout dernièrement, en parallèle, on a mis de la pression sur la compagnie. Le carrousel, parce que ça s'appelle un carrousel, le carrousel AP60 est déjà fonctionnel. On coule à AP60 avec nos employés dans l'usine. Donc, ça maintient les 2 salles de cuve. Ça nous est des solutions. Parce que vous comprendrez que ça, c'était 112 employés qu'on aurait été impactés, les 2 salles de cuve. En comprenant un gars d'entretien et tout, là. Fait qu'on s'est viré de base. Ça nous a pris 3 jours, moi et mon collègue Régent. Puis on a convaincu la direction d'aller de l'avant vers ça, puis c'est ça que ça marche, là. Merci. Monsieur Gagnon, avant d'aller un autre Monsieur Gagnon, Laval, dans vos négociations, parmi vos membres, veut pas ce qui s'est passé à Alma, va avoir un impact. Comment ça s'est vécu durant la négociation? Comment vos gars ont vécu ça, le lockout à Alma, puis après ça que vous avez à négocier? Ça a dû jouer, là. Ben, moi, je vais vous expliquer. Vous avez vu le résultat qu'on a eu. Et je pense qu'on s'est tout le temps... j'en suis un de ceux-là. Écoutez, je me fais dire que je suis souvent au plancher. J'y vais sur une base régulière. En tant que président, je fais le tour de l'usine. Je viens de faire encore les 4 quarts de travail au complexe Jonquière. J'ai 1 quart de fait à la Terrière et je vais faire les 3 autres. Vous savez, faire le tour des installations chez nous, ça prend 2 semaines. Tous les jours, là, ça prend 2 semaines de faire les 4 quarts de travail. Et je le fais sur une base régulière. Et le pouls du plancher, nous, quand le conflit d'Alma a éclaté, vous n'êtes pas sans savoir, quand on a fait un prêt, on leur avait offert l'opportunité d'avoir un prêt sans intérêt d'1 million et de nous le rendre quand ils veulent. Donc, et on s'est assuré que la Caisse d'économie des travailleurs de chez nous, de maintenir le taux d'intérêt qu'on avait à 3,25. Donc, il y avait la latitude de nous le rendre sur 10 ans. On lui donnait 325 000, autrement dit. Il n'y a personne qui a fait ça, là. Et nous, c'était notre possibilité qu'on avait de les aider et soutien moral. Mais en même temps, on avait le défi parce que, vous savez, c'est pas d'hier qu'on travaille le dossier, qu'on fait face à la fermeture.
Et nos membres en dedans, nous, on a vécu des changements organisationnels, des coupures, et le marché, il nous rattrape vite. Tantôt, M. Tremblay nous parlait sur le marché. S'il y a une place qui est sensible, c'est les vieilles usines, parce que c'est les premières places qu'on varge. La compagnie, quand ça varge dans les vieilles usines. C'est moi et Shawinigan qui est sur le tableau tout le temps. Après ça, ils vont dans les neuves en dernier. Hein, c'est normal. Donc, nous, on s'est positionné, j'ai fait le tour de l'usine, et les gars nous disaient, va trouver des solutions gagnantes. Et c'est ce qu'on a fait. Et quand on était allé à l'Assemblée, ça a été unanime d'aller chercher les 4 points qu'on a négociés, la sécurité d'emploi, le prolongement des précuites, l'investissement majeur d'AP 60, puis tout le côté volet penture avec notre négociation de convention collective. Donc, on s'est tout le temps tenu au plancher, et quand on a fait notre négo, on est retourné au plancher, et ça a été 90% d'acceptation. Donc, puis vous voyez le document, si on parle de transparence, quand vous l'aurez lu, passez à travers, vous allez voir qu'on n'est pas un syndicat qui cache rien à son monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a des employés qui ont été plus forcés à vouloir s'entendre, à voir que, bon, ce qui s'est passé avec les employés Alma, c'était pas plaisant pour personne, bon, qui continuaient à vendre de l'électricité et tout et tout. Avez-vous l'impression que le pouvoir de négociation a été un peu changé avec ce qui s'est passé? Non, moi j'ai pas senti ça. Je sais pas si mon collègue veut répondre là-dessus. J'ai pas senti ça parce qu'on avait nos propres défis. Vous savez, 2006, la convention collective, quand on a fait la place au nouveau modèle organisationnel Arvida, là, c'est pas nouveau. On était les derniers comme usine à passer dans le moule d'aller donner des jobs de service comme la pelouse, les portes, conciergerie. Tout ça, c'est la loi 45 que vous avez dans votre document qui vient par la bande, nous fait très mal. Vous savez, une compagnie peut arriver et dire « le centre de coulée, j'en veux plus, je le vends ». Et l'accréditation, ça, là, belle gracieuseté de M. Charest en 2004, ça. C'est ça qu'il nous a fait, là, au Code du travail. Il faudrait que nos ministres se penchent là-dessus pour réviser le Code du travail. Parce que sans ça, là, on va tout passer au bat, tout le monde. Je pense que vous, côté journaliste, vous êtes bien placé pour le savoir avec le Journal de Montréal, hein, l'agence qui est émise, là. Ça tu fait mal, ça? C'est 275 employés de moins au Journal de Montréal. C'est tout des sous-traitants. Le journal est fait à Gatineau. Il est imprimé dans Grande Bay. Puis après ça, il est livré dans les régions. C'est quoi ça, vous pensez? C'est la loi 45, encore une fois. Mais nous, on avait un défi. Puis en 2006, quand on a accepté le NMA, on était la dernière usine à passer dans le Tardeur. Toutes les autres avaient passé. Toutes les autres. Côté Alma, ils ont passé en 2000. Ce qu'on a fait en 2006, ils l'ont fait en 2000. 2005, ça a été obéi. Et là, nous, on n'était pas étrangers à ça. Les demandes qu'il y avait, c'est conciergerie, pelouse, puis on a à protéger notre core business, la recette. Et je pense que c'est logique de garder la recette. Tout ça dans le contexte de dire que du côté versus comment les gens voyaient Alma, on avait nos propres défis et il n'y a pas eu de pression là-dessus. Ce qu'on a vu, par contre, c'est qu'Alma avait un défi à faire. Eux, il y avait une usine neuve et je crois qu'eux, ils ont pensé à dire, avec une usine neuve, on va créer un pattern dans lequel on est capable d'aller chercher une certaine avancée. Que des vieilles usines, on peut pas. On va se le dire, on est venu à terre, nous autres. Mais je pense qu'avec des genoux à terre, on a trouvé des solutions qui sont durables parce qu'il y a plein de monde qui règle présentement, là. Puis qui viennent chercher ce qu'on fait. Ça fait que c'est certainement pas étranger. Et la question à savoir, c'est que moi, je suis tout le temps en mode solution. Tous ceux-là qui me connaissent, je dis tout le temps qu'il y a une solution. Et il faut s'organiser. On est condamné à s'entendre, puis à se négocier, puis à se parler avec l'employeur. Il faut trouver des facettes, mais j'ai pas senti de pression. Mais s'il y avait jamais eu ce qui s'est passé à Alma, il n'y aurait eu aucune différence dans votre entente? Moi, je suis assuré à 110% qu'on aurait eu le même résultat qu'on a là présentement. C'est bien. Merci. Prochaine question, Laval-Gagnon. Par la suite, France Gay. Oui, M. Gagnon. Au-delà des mesures là, sur lesquelles vous avez une prise, là, les solutions, les négociations que vous avez avec la compagnie, le gouvernement, etc., quelles sont, de votre point de vue, les conditions le plus objectif possible? Il y a un élément d'incertitude, tout le monde le sait. Les conditions du marché qui détermineraient que la machine repartirait, que votre Boeing, là, il trouverait son... On sait qu'il y a... Bon, que pendant combien de temps et à quel niveau, par exemple, devrait se tenir le prix de l'aluminium? Okay. Le marché chinois, les Chinois sont en train de produire de plus en plus d'aluminium. Il y a le marché américain, etc. Quelles sont les conditions là, qui, selon vous, devraient être remplies pour que le Boeing puisse atterrir? Okay. Ben, là, vous faites allusion aux Chinois. Juste une parenthèse. Les Chinois, vous savez qu'ils ont 300 millions de Chinois sans travail. Donc, une économie de l'appareil grosseur, quand il y a tant de monde qui ne travaille pas, ça déborde au niveau social. Donc, c'est pour ça qu'ils, de tout le côté nord-ouest, sont en train de réouvrir des mines de charbon pour repartir des centrales, pour redémarrer des usines qui étaient fermées en Chine, pour donner de la place à leurs travailleurs, parce que, vous l'avez vu dernièrement, même les employés de la mieux payée en Chine, la fabrication de Honda, voiture Honda, ont fait un débrayage. Tu sais, qui aurait cru ça en Chine que les employés débrayeraient. La division Honda a débrayé. Et puis là, pour vous répondre à votre question, le principal indice qui va faire que le marché, c'est quand le tonnage va se mettre à descendre.
tant que le tonnage va se tenir à 5 millions, vous avez vu qu'Itimat, il l'a annoncé à un moment donné, quand on s'est mis à descendre, regardez le graphique, on est rendu qu'on l'interprète, mais on se trompe pas trop, parce qu'on l'étudie tellement qu'on vient, on le prend de tous les bords, de tous les côtés. Puis le graphique, quand on est arrivé à 4 800 000, il y avait une courbe en descendant, Mme Côté a annoncé qu'Itimat. La reprise des travaux qu'Itimat, elle l'a annoncé là. Boum! Le marché s'est mis à remonter à 5 200 000 tonnes, arrête qu'Itimat. Ils se sont trompés. Ils pensaient que le marché était parti à descendant. Là, ça va prendre vraiment une courbe des inventaires qui sont partis à piquer. Le prix de l'aluminium, s'il se maintient à 2000, 2100, c'est tel que tel. Mais si le marché ne descend pas dans les inventaires, c'est le principal indice qui va dicter la ligne de conduite de l'aluminium. Ils vont attendre de voir vraiment que ça tire vers le bas. Présentement, ils font face encore. Un matin, vous le voyez, il était à 2014, il était à 2150. Vous allez le voir, là, ils vont retenir. Vous savez, parce que quand on est venu à 1300, là, les Chinois ils ont acheté des milliers de tonnes. Et les caisses de retraite ont acheté des milliers de tonnes. Il y a des entrepôts là, stockés d'aluminium pleines. La plus grosse caisse de retraite au monde, c'est les employés municipaux de la Californie, une valeur de 220 milliards. Ils ont acheté pour l'équivalent de 1 million de tonnes d'aluminium. OK? Ça, c'est entreposé. Fait qu'eux, quand ils voient qu'ils arrivent, ils l'ont acheté dans l'entour de 1300-1400. Fait que vous comprendrez, quand ils arrivent à 2000, 2100, ils en donnent un 50 000, un 30 000. Au début, ils se plantaient. Mais depuis un an, là, j'en parle souvent avec mon confrère Camille, parce qu'on l'étudie souvent tous les jours. Depuis un an, on les voit, là, ils ont dompté le marché. Ils vont domper juste ce qu'il faut pour le faire descendre dans les autres 2100, 2000, 2100, 2000. Là, ils l'ont dompé. Là. Vous avez vu, les inventaires ont baissé. Whoop, l'aluminium drop. C'est de la spéculation. C'est de la spéculation, présentement, mais à l'échelle mondiale. Fait que là, présentement, la Chine a fourni 49 de l'aluminium sur le marché mondial. À ce taux suffit. Mais elle commence, vous savez que eux autres aussi sont restreints par des normes. Ça va le péter dans la face, la Chine, présentement. Je ne leur souhaite pas de malheur, là. Mais d'un autre côté, ça me donne un sourire parce que Chris, à opérer comme ils font là, présentement, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Dernièrement, vous avez vu, la semaine passée, tout le municipal, gouvernemental ont arrêté 3 heures de temps les véhicules sur la route. Les productions étaient arrêtées 3 heures parce qu'il y avait un smog innombrable dans la ville. Ils ne voyaient plus rien aux heures du matin. Donc là, ça les rattrape et ça va leur péter dans la face. À un moment donné, ils vont avoir besoin d'importer. Et c'est ça qui va venir tirer sa courbe à un moment donné parce qu'on sait très bien qu'ils vont avoir obligation d'alléger les voitures aussi. Allègement de voitures, donc. Et après ça, on a Obama qui oblige d'ici 2016 à baisser de 2 litres au 100 les voitures. On a Ford qui veut mettre 750 livres de moins sur le pick-up. Donc, l'aluminium est ciblé là. Et ça va faire en sorte tantôt que ça va y rattraper, puis ça va tirer sur le marché. Et moi, je suis conditionnel à ça, puis je suis sûr de ça. N'importe quel économiste va vous le dire. Je suis sûr que je ne me trompe pas, c'est qu'ils vont attendre que l'inventaire se mette à baisser d'une façon continue, et ça va bouger à partir de là. Merci. Et ça, c'est mon avis à moi, là. Merci. Prochaine question, France Guay. Par la suite, Bertrand Tremblay. Vous connaissez votre domaine d'activité, vous avez abordé le sujet un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui manquerait dans la région? Moi, j'aimerais ça vous entendre davantage sur ce sujet-là pour que vraiment il y ait de la deuxième et troisième transformation pour que ça prenne une place dans l'économie régionale. Ben, moi, je pense que je l'ai vécu avec Novalis et j'ai tout le temps démontré une ouverture, puis je pense que j'ai un état d'esprit régional assez démontré aux gens, là. Et quand on a embarqué dans Novalis, on l'a vu tout de suite, là, le monde syndical sur des tables de concertation est vu comme étant, tu sais. Moi, je pense qu'on se doit d'avoir des tables, justement, de réunir les principaux acteurs qui sont concernés là-dessus. On a des idées, on a des solutions, mais il faut les partager, et au-delà des couleurs. Parce qu'à partir du moment qu'on vient s'asseoir à une table, il y a du monde, quand ils voient le monde syndical, ah ben là, si c'est libéral, ah ben péquiste, ah ben des couleurs. Moi, j'en ai pas de couleurs. Je fais pas de politique, je me sers de la politique. Les gens sont assez adultes pour nommer le monde qu'ils veulent, mais les coups qui sont là, c'est mes représentants. Que ça soit un monsieur roux, un monsieur bleu, un monsieur vert, là, il a été élu, on se doit de s'asseoir puis de trouver des façons que notre région rayonne. Ça, c'est la première prémisse. Et d'impliquer du monde comme nous autres dans cette étape-là, ça serait majeur. Écoutez, je vous le dis, là, présentement, il y a 3 ponts dans la région qui sont à l'étude pour des tabliers en aluminium. Et ça végète, ça dort au gaz. Ça s'est démontré, ça fait un job. Et ça, cet tablier-là, là, on a une usine comme Novalis avec 5 belles fournaises qui sont là, qui pourraient le faire. Imaginez-vous, là, il y a 3000 ponts à refaire dans la région. Ça veut dire 2 fois AP60. C'est ça que ça prendrait, là. Juste pour ça. Il y a les crédits d'impôt aussi qui oui. disparaissent. Puis, à partir de là, si on fait de la première, madame, il va se graviter alentour le monde qui saute au laser. Hein. On a
des gars du monde, des entreprises comme Industrie Mercier qui ont développé le laser, la soudure, les techniques de soudure ont évolué. Vous avez vu le pont d'aluminium il y a 50 ans, puis il était fait avec une technologie de 50 ans. Maintenant, les soudures, l'expansion, et tout ce qui va graviter autour de ça, les rivets, ça va être de la fabrication qui va être faite. Il faut se donner un consortium régional. Il faut mettre les acteurs qu'il faut dedans. Mais là, aussitôt qu'on arrive, on se dédouble. Novalis, rappelez-vous, il y a un deuxième. On avait demandé s'il allait pas avoir un deuxième, puis il l'a eu. Dans le main des journaux, il y avait un deuxième comité qui partait en parallèle, puis ça a tout fait foirer l'histoire. On s'est divisé, puis ça a marché tout croche. C'est ça l'histoire. Ça a marché tout croche. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Merci. Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien et AL13. Par la suite, Louis Tremblay. M. Gagnon, j'ai rarement entendu un discours syndical aussi éclairant que le vôtre. Vous ne parlez pas de questions syndicales, vous parlez vraiment d'économie, d'industrie. Et je pense que si des actionnaires vous entendaient, je pense qu'ils vous nommeraient vice-président de multinationale. Bref, tout ça pour vous dire que vous mériteriez un doctorat en sciences économiques, parce que vous en connaissez beaucoup sur. Et c'est pour ça que je vous demanderais, en ce qui concerne, par exemple, justement pour prolonger cette question-là, en ce qui concerne le développement de l'économie régionale, en passant par les PME, comment est-ce que vous voyez ça dans la région? Il y a des PME qu'on attend à se lamenter, qui ne sont pas capables de trouver d'aluminium ici. Il y en a une même, importante de la région, qui a au moins 160 employés, puis il paye des salaires assez, qui est obligé d'aller chercher son aluminium en Chine pour faire des alliages qui sont ensuite vendus à New York, mais un peu partout. Il y a quelque chose qui fonctionne mal là-dedans. Puis je vois que vous vous intéressez beaucoup, justement, à ce que l'aluminium que vous produisez soit utilisé pour pas que Alors, j'aurais beaucoup de questions à vous poser. Il y aurait celle-là. Mais ensuite de ça, le gaz de schiste, est-il aux États-Unis, par exemple, quand on produit maintenant de l'électricité avec du gaz de schiste, puis qui coûte moins cher que même notre électricité, ça change beaucoup le décor aussi. Bien, votre question est très bonne, M. Tremblay, puis moi aussi, je vous un grand respect à vos chroniques que vous faites, puis votre vision. C'est sans être... mais il reste que votre question est entière, mais moi aussi, je pourrais l'élaborer pendant toute une heure complète. Je sais que moi, j'aurais aimé ça avoir 2 heures, là. Mais il reste un fait que votre question là est entière, puis on fait un faux débat présentement, selon mon avis. Vous l'avez dit, le gaz de schiste, présentement, là, il revient à 3,7 cents du kilowattheure aux États-Unis. C'est ça qui fait qu'on a des surplus au niveau d'Hydro-Québec. La Romaine avait été bâtie en fonction d'avoir le canal de passer pour vendre de l'électricité dans le Maine pour aux États-Unis. Puis on va se ramasser en 2014 avec un excédentaire d'à peu près 14 à 15 avec ce que je lis, là. 14 on ne se trompe pas. Donc, on a un surplus énergétique et c'est nos ressources. Et présentement, au lieu de dire qu'il y a des avantages énergétiques, puis d'investir, puis d'inviter les industries, parce qu'il y a une industrie qui n'a pas d'avantage, elle n'est pas dans votre région. Hein? Quand c'est dans la région, tout le monde crie au loup parce qu'il y a eu un avantage concédé à une entreprise. Et quand ça se ramasse à Montréal, vous avez vu Bombardier dernièrement, ils ont eu 700 millions pour faire la locomotive. Personne n'a dit un mot, c'est à Montréal. Gaz Métropolitain ont eu des investissements à Montréal, ils ont eu des subventions. Personne n'a dit un mot, c'est à Montréal. M. Garcia, on ne l'a pas entendu parler, puis M. Thomas Doran, M. Thomas, on ne l'a pas entendu non plus. Mais quand c'est nous autres, là, ça coûte 100 000 la job, c'est trop cher, puis la maudite région du Saguenay, puis ils nous débattent à Montréal tout le temps. Présentement, Hydro-Québec est en surplus énergétique, et on se doit de se servir de ça pour justement amener de l'industrie, pour leur donner des avantages pour venir investir dans la région. On fait un faux débat, parce que les gaz de schiste nous font mal aux États-Unis. Ils n'ont encore pour un bout avant de s'apercevoir qu'ils vont avoir atteint leurs réserves et leur capacité environnementale. Mais présentement, le Buy Americanac est tellement agressif, lui aussi, il fait face à un taux de chômage innombrable. Il crée de la job pour ramener son monde à l'ouvrage. Il vient même voler les usines. Hein? On a Novalis, c'est un vol, ça. Electrolux, Mabé, la fabrication de frigidaires, là, toute ta gang-là, c'est toutes des vols, ça. Il les subventionne, puis il les amène de leur bord, puis c'est bien clair, c'est bien écrit. Il a remis en fonction le Buy Americanac qui date de 1929, puis il l'a mis à la sauce 2010 quand il a fait son discours mi-mandat. Bon, quand vous nous dites, là, au côté PME, oui, j'y tiens, parce que vous savez qu'au complexe Jonquière, là, si on prend juste les PME syndiquées, qui sont TCA avec nous autres, les entreprises comme Industrie Mercier, Spectube, tout ce beau monde-là, là, c'est 628 travailleurs qui travaillent sur le complexe Jonquière, syndiqués avec des PME, qui sont soit de près ou de loin là, dans la transformation ou de la réparation ou quoi que ce soit. Donc, c'est une masse majeure.
de gens qui peuvent donner des supports. Et moi, je vois plutôt que d'arriver, puis j'ai tout le temps le même discours. À toutes les fois que je rencontre M. Jacques, ce que j'ai dit, c'est que les jobs que j'ai cédés, je veux avoir, exemple la conciergerie, je veux que c'est du monde régional qui travaille ici. Si t'es pas me donner ça à l'externe, c'est whatever, on va reprendre la job. Ça, c'est clair. Tes coûts vont monter. Il y a un choix à faire dans la vie, là. Tu veux baisser tes coûts, tu vas baisser tes coûts, mais intelligemment, puis travaille intelligemment, puis travaille dans la région. En P60, on a fait en sorte, toutes les semaines, je suis de vie pour être sûr que le maximum d'entrepreneurs de la région est sur le sentier. Quand ils débalancent, je peux être sûr que j'y mords les horaires. Moi, je veux le monde de la région qui travaille ici. À part les spécialités, là, c'est tout le monde de la région qui est sur le sentier. Fait que ça, c'est des genres d'actes qu'il faut faire, puis il faut être plus nombreux que moi à faire ça. Puis en même temps, en parallèle, je reviens avec l'hydroélectricité qui est en surplus au niveau d'Hydro-Québec. Il faut qu'elle serve à notre économie. C'est un moteur économique majeur. Mme Marois, ça doit de se pencher avec ses sbires pour venir atterrir des projets qui sont viables au niveau de l'énergie électrique. Ça va faire, on peut avoir la production la plus verte possible. C'est ça qu'il faut faire. Et la difficulté d'avoir de l'aluminium d'ici? Ben, la difficulté d'avoir de l'aluminium, présentement, vous le voyez, moi, l'équilibre, on coule tout ce qu'on produit chez nous. Là, il y avait l'équilibre de 2 salles de cuve que vous mentionnez tantôt qu'on coule au sol. Mais ça, elle va se repartir au niveau de l'industrie régionale parce que du côté de la Terrière, il y a une capacité qui augmente avec ce qu'on a fait comme contrat. Mais moi, plus le volume va augmenter, vous me voyez venir avec 468 000 tonnes. Là. Moi, ce que je dis, c'est que c'est une base régulière, j'arrête pas de dire. Là. Quand on veut des retombées, des ressources, il faut aller rattacher soit par l'énergie, soit par les ressources qu'ils ont, mais aussi par ce qu'ils produisent. Moi, ce que je veux, c'est que dans le métal qu'ils vont produire, il y a une capacité de couler de 200 000 tonnes, mais qu'on soit en machine neuve. Le reste, là, il faut que ça reste dans la région. Il faut trouver une façon d'avoir du métal liquide, parce que faut faire de la première avant de parler à la deuxième, troisième. Novalis, c'était génial. On partait du Creuset, on traversait le viaduc, on n'était même pas sur les routes régionales, on ne brisait pas nos routes. Là, présentement, on envoie nos Creusets sur la route, qui est à l'interne avant. C'est un dommage latéral majeur. Mais ce que vous voulez, moi, j'ai sauvé mes jobs. Mais en contrepartie, l'environnement, c'est pas vrai. Là. Les trucks s'en vont sur la route, puis on était sur un viaduc qui traversait, faisait à peu près un demi-kilomètre, puis on était rendu à Novalis. On aurait pu grossir même. Mais écoutez, tant qu'on ne fera pas des démarches communes, puis d'essayer d'enrayer ça, parce que, vous savez, Novalis, là, on a offert avec M. Godreau, Sylvain, la même subvention qu'il y avait ici, qui bénéficiait. Puis les cartes étaient jouées, c'était trop tard. Les Américains avaient donné même la pénalité du métal. Vous savez, la location de métal qu'on fournissait au complexe Jonquière, c'est 19 millions par année. Et ils l'ont craché. Ils ont donné 19 millions de pénalités, puis bon, soir, on ferme ça, on s'en va. Et là, ils sont en train de démanteler l'usine, là. Il y a vide par en dedans, là. C'est ça qu'ils font. On va se ramasser tantôt avec une cocotte vide, personne ne bouge. Merci. Fait qu'on part de loin, M. Tremblay. Là. Merci. Prochaine question. Louis Tremblay, Le Quotidien, suivi par Gilles Mongeard. M. Gagnon, vous avez adroitement glissé tantôt sur le sujet de l'aluminerie d'Alma, du syndicat d'Alma. Vous avez passé 1 million au syndicat d'Alma, mais probablement que votre trésorier s'est pincé le nez en faisant le chèque. Il y a eu une manifestation à 3 km de vos bureaux des travailleurs d'Alma en lockout, au creux du lockout, où les travailleurs d'Alma étaient à terre. Il n'y avait pas un drapeau TCA. C'est quoi qui s'est passé entre les deux syndicats pour expliquer? Je pense que la crise est plus profonde entre les TCA et les métallos d'Alma qu'elle est entre les TCA et le patron. Il y a une crise profonde. Tout le monde sait dans l'information qu'elle existe. Puis, est-ce qu'on peut savoir c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi l'origine du conflit? Bon, premièrement, mon trésorier, c'est pas pété le nez, c'est pas pincé le nez, là. C'est une expression, là. C'est pas pincé le nez en faisant le chèque. Il l'a fait en bonne et due forme de fond parce que j'ai le chapeau de trésorier chez nous, en plus de président. Ça fait que je me suis pas pincé le nez et loin de là. J'ai même été chercher des garanties du prêt. Bon, quand on offre un prêt de même, il faut venir le chercher. Hein? Ils sont pas venus chercher. Ça, c'est d'un. Pour ce qui est des manifestations, tout l'ensemble des TCA était là. Vous avez totalement raison. Il manquait le snow. La raison est simple. Le snow, là, on adresse les baskets. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le luxe de me payer des manifestations, puis de faire des sorties, puis de débrayer. Moi, il faut que je contrôle mon monde, M. Tremblay. À journée qu'on fait des manifestations, puis que je sors du monde, vous connaissez la culture du syndicat d'Arvida, nous, là, ça va brasser, mais qu'on sorte. Faut que je contrôle mon monde. Il n'y a pas une base régulière qu'on n'est pas dans l'usine, qu'on contrôle pas notre monde, là. Il faut y contrôler, puis il faut diriger les bonnes affaires. Facile de tirer une roche dans la vitre. Mais un coup qu'elle est tirée, j'ai beau dire, ils vont aller vous la remplacer, puis mettre la gomme pète tout le tour. Vous allez dire, ben, crime, il m'a tiré une roche dans la vitre, Gagnon. Il a beau me l'avoir réparé, il m'a tiré une roche dans la vitre, ça va laisser une trace. Ça sera plus jamais pareil. Fait que moi, à partir du moment que je me présente sur une ligne de manifestation, c'est bien de valeur, mais moi, quand je vois une manifestation, là, puis qu'on est 2 genoux à terre, là, puis qu'on est en lockout, là, ben, il faut qu'il y ait des robots. On a beau haïr le contexte des étudiants, là.
On beau les aimer, pas les aimer, là. Mais au moins, ils se sont fait voir, ils ont pété un rubber, ils ont pété une vitre, calice. Ils ont fait de quoi? Quand on arrive en lockout, là, on sort pas d'une usine en laissant marcher l'usine. Hein? Nous, en 2004, quand on a pris possession de l'usine, on l'a occupé, l'usine, puis l'anti-émeute a essayé de rentrer, puis elle n'a jamais rentré. Il faut le faire, ce qu'il a à faire. À partir du moment qu'on dit qu'on sort en lockout, puis qu'on sait qu'on va sortir en lockout, on s'occupe d'enlever la charge. La charge, c'est la clé qui tourne sur le courant pour laisser les anodes, pour au moins laisser l'usine. L'usine a été occupée 6 mois. Fait que vous comprendrez que nous, notre position au syndicat d'Arvida, on n'était pas d'accord à faire opérer une usine quand on sait qu'on fait une ligne de pic-table et qu'on ne bouge pas pour essayer d'arrêter l'usine. Elle a opéré 6 mois, cette usine-là, M. Tremblay. 6 mois. Je vous laisse deviner le reste des suites des choses. Vous auriez été plus dur que ce qu'Alma a fait? Moi, je peux vous dire une chose, la charge a arrêté. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est Alain Gagnon et son équipe. Okay? Nos membres sont comme ça chez nous. Donc, moi, aller d'une manifestation pour avoir des drapeaux, là, puis non, oubliez ça, là, il faut que ça bouge. Puis il y a une moralité qui se dit que, écoutez, ils ont opéré l'usine 6 mois, les contremaîtres. Le personnel cadre a tout filmé les postes de travail, a tout analysé les rouleaux, qu'on appelle dans le jargon, ont tout établi les standards, et ça va faire mal à l'industrie, pas à peu près. On va tout le subir aussi, parce qu'à ce temps, ils savent comment la recette marche. Ça fait mal à Jonquière. Ben, ça fait mal partout dans la région. Partout. Allez poser la question aux gens de Grande-Bay, vous allez voir, ça fait mal partout. RBI vient de le subir aussi, parce qu'à cette heure, quand je m'arrive devant Étienne Jacques, puis je dis ça me prend 6 gars au centre de coulée, il me dit non, on le fait à 5. On est capable de le faire à 5. Ça, là, vous comprendrez là, que mes membres, moi, là, c'est parce que c'est pas Alain Gagnon qui a pris la décision tout seul. J'ai tout le temps été consulter mes membres en assemblée. Et nous, ce qu'on disait, c'est que si on va sur la ligne, on va sur la ligne pour de quoi, là? Faut que la charge arrête. J'étais là, à la marche le 32 mars. J'étais de ceux-là, et là, je vois mon monde en arrière. On était de ceux-là, puis Jacques était avec moi. Nous autres, on voulait aller virer aux barrières, au moins les faire shaker un peu. De marcher du centre d'achat et aller au centre Mario Tremblay, là, ben, vous comprendrez que nous autres, on a pris nos clics, nos claques, puis on est parti. C'est ça, l'histoire. J'ai d'autres choix à fouetter que ça. Moi, j'avais un dossier ici qui s'appelle AP60, il faut qu'il marche, puis les cuves qui ferment. Fait que c'est carrément ça le sujet. Vous voulez la question, tantôt vous disiez que je l'avais esquivé habilement. C'est pas une question d'établir ou non, c'est la question que je vous donne tout le temps à l'heure juste. Puis c'est ça l'histoire. That's it. Moi, je peux vous dire une chose. C'est bien averti, c'est bien clair. C'est si elle veut me farmer en cochon, elle va vivre en cochon. Ça, je l'ai dit à Jacinthe, puis ça, j'ai pas de problème avec ça, je suis en onde, là. Puis je l'avais dit à Jacinthe elle-même. Fais-moi pas un coup de marde parce que tu vas vivre de la marde. Moi, j'étais un gars de solution, mais quand il n'y en a plus, ça va brasser. Et le fait que les surplus d'électricité étaient vendus à Hydro-Québec? Ça, écoutez, c'est des vases communicants. L'inverse est aussi vrai. Hein? En 2010, M. Girard, là, quand on est venu en défaillance énergétique, quand je vous disais que j'ai eu toutes les tuiles, là, 2010, là, 6 juillet, j'ai sorti de mes vacances encore, puis donc, c'est l'été. Sorti de mes vacances, ça saute à l'intérieur, 2 transfos, puis les bassins d'eau à un niveau historique jamais vu. Il m'appelle et dit, allez, on ferme 3 salles de cuve chez vous, puis on laisse les 2 salles de cuve fermées à l'intérieur. 5 salles, puis on met 500 gars milliards. Wow! Bien, c'est ce qui a été fait à ce moment-là. Hydro-Québec a transité avec Rio Tinto. C'est des vases communicants. Au moment où on se parle, on fait du délestage. Quand il arrive des heures de pointe, depuis des lunes, moi, ça fait 30 ans que je suis à le camp. Ça fait 30 ans, puis il y a des plus vieux que moi ici dans la salle. Ça fait 30 ans, moi, que je vois sur une base régulière en janvier, février, qu'on fait du délestage dans toutes les salles de cuve pour faire le transit Hydro-Québec versus Alcan. C'est un contrat qui est là, c'est le bail de la Péribonca. Il faudra remonter à du monde qui ont l'histoire plus avant. Là, vous voyez M. Tremblay, il pourrait nous en faire un bout. Parce que moi, c'est depuis 83 que je suis dans le dossier Alcan. Mais c'est des contrats qui ont été faits avec le bail de la Péribonca, puis c'est des vases communicants. Oui, on peut le quantifier en prix, mais c'est des vases. Ils s'échangent l'électricité. Ils ont une vision de 7 ans d'un barrage en haut Hydro-Québec, puis nous, c'est 1 an. Ça fait que les réservoirs roulent sur 7 ans Hydro-Québec, puis étrangers. C'est une base régulière, ils font descendre. Là, ils ont navigué avec le lac Saint-Jean toute l'automne pour faire monter les bassins en haut. Puis là, ils vont faire l'inverse à l'été. Et on peut le quantifier, oui, mais ça fait partie, là, il faudra aller dans l'entente secrète qu'on n'a jamais eue, puis qu'on n'aura jamais, puis qu'on n'a pas tout le fond. On a rien que le papier sur vol, mais toutes les annexes, on n'aura jamais ça, oubliez ça, là. Mais c'est dans les annexes que ça se passe. Faites attention, vous allez être poursuivis. C'est parler de l'entente. Prochaine question, Gilles Manger, Radio-Canada. Monsieur Gagnon, vous avez dit que vous alliez en parler, là. Tout sur moi. Les transformateurs, le transformateur qui a sauté à P60, les autres qui décollent pas, qu'est-ce qui va se passer avec ça, là? Est-ce qu'il faut tous les remplacer? Qu'est-ce qui arrive? Présentement, le transfo qui a sauté, c'est un problème de connexion. Donc, il y a le côté positif de tout ça, c'est qu'on sait que, parce que vous savez, on a monté pas mal haut, là, quand il a lâché. On faisait des tests, ce qu'on appelle des tests de mise en circuit, ce qui nous a permis de voir en P60, là, on va rester dans les limites où ce que je peux le dire aussi.
Ça nous a permis de voir que la boucle est correcte, les bosses barres sont correctes, la conductivité est correcte, le passage zéro qu'on appelle, où la boucle se fait, tout est beau, les cuves aussi. Et il est arrivé le malheureux incident qu'il y a un champignon d'arrêt de sécurité qui a été pesé par mégarde par un panneau. Mais tant mieux, il n'y avait pas de métal dans les cuves. Ça a permis de voir qu'il y avait un gronde à quelque part dans le circuit. Le transfo, il y en a 7. Il marche à 6, il y en a un de spare. Fait que là, présentement, les 6 autres sont intacts. Le 7e qui est sauté, il est en route, il s'en vient, il est en livraison, il y en avait un de spare. C'est la livraison qui est le plus long. Ben, ils disent 8 à 9 mois de livraison, même 10. C'est quand même assez long. Ils traversent l'océan, puis le dédouaneur, puis on s'entend que c'est pas le micro. Il y a de l'électricité sur les 6 autres transformateurs. Les 6 autres sont corrects, sont en boucle. Puis là, présentement, ce qu'ils font, le trouble, c'est des connexions, les mises à la terre. Et vous savez que la nouvelle technologie des câbles qui collectent les transfos maintenant sont sur gaz. Hein? Ils sont tous enfermés dans des gaz. Et là, il faut qu'ils mettent des sectionneurs sur ces couteaux-là. Il y a un langage en électricité, là, au lieu d'être séquentiel, il faut qu'il y ait une coupure carrée. Là. Et là, il faut qu'ils changent tout ça. Puis ça, c'est ça qui est le gros de la job. Il faut qu'il y ait joué dans les fils qui étaient faits depuis le début pour mettre des coupures séquentielles. Et là, ils sont à faire ça. Ils sont à jouer. Ils sont à installer des grondes. C'est assez technique, mais je comprends ce que vous me dites. C'est les équipements périphériques aux transformateurs qu'on est en train de remplacer. Est-ce qu'on va couler le premier lingot avant la fin du mois de juin, comme le prévoit l'échéancier de Rio Tinto? Ben écoutez, on était un peu responsable de ça parce que nous... Une minute, M. Gagnon. Parce qu'on était un peu responsable de ça parce que nous, là, quand il y a eu l'explosion le 21 décembre, on a appelé Jacinthe direct dans mon bureau pour lui dire d'arrêter de mettre une date. Parce que la date était le 8 février, puis ça mettait de la pression sur l'équipe de démarrage. Et j'en ai starté des usines, moi, j'en ai 2 de starter. Puis quand on met une date, on met trop de pression au monde. Et il faut prendre le temps d'avoir les défaillances dans les usines. Donc, on a dit, mets plus de date, puis vas-y quand ça va être prêt. Installe le système, puis quand il va être prêt, tu es sûr de mettre la charge, tu la mettras. D'abord, il n'y a pas de prêt. Vous l'avez vu, le marché, présentement, il n'y a pas de prêt d'aller mettre 60 000 tonnes sur le marché. Il y a une date. Dans un document de Rio Tinto, il y a une date. Ça dit deuxième trimestre. Oui, mais elle est loin. Il faut s'arrêter là-dessus. Merci, M. Gagnon. Merci, M. Gagnon. Merci tout le monde. Encore, On aurait pu faire une autre heure. Merci beaucoup.